11 heures du soir. Uniquement éclairé par sa petite lampe de bureau, Jedi continuait la lecture des dossiers concernant les 4 amis, à l'affût du moindre détail. 1946. Tib était alors âgé de 24 ans. Il avait vécu jusqu'alors une vie d'enfant privilégié, dans la belle demeure familiale des Carpenter, à New Beach, un quartier tranquille du sud de Woodstock. Il s'agissait d'une grande maison de plain-pied, donnant directement sur la plage. Monsieur et Madame Carpenter avaient toujours veillé à ce que leur fils ne manque de rien. Ils l'avaient certainement même trop gâté. À partir de ses 21 ans, Tib avait commencé à seconder son père dans la gestion de leur usine. Un bel et riche avenir se profilait alors devant lui. Tib était dans le bureau de son père avec ce dernier. La baie vitrée qui illuminait la pièce leur offrait une vue magnifique sur l'océan et sur une grande plage sauvage qui se terminait sur la terrasse des Carpenter. Une véritable carte postale. Un paysage paisible et reposant. Lui et son père étaient en réunion avec Romain, le comptable de leur entreprise. Monsieur Carpenter était un homme assez âgé mais élégant. Il était grand, fin et portait son pull couleur cyan attaché autour de son cou. Tib, quant à lui, portait comme à son habitude une chemise blanche parfaitement cintrée. Romain était un jeune comptable au teint mat, aux cheveux noirs corbeaux plaqués par une importante quantité de cire et avec un ventre bien rond, prouvant sa réussite professionnelle. C'était un homme d'ordinaire jovial. Mais ce jour-là, son visage était grave. Romain est désolé, monsieur Carpenter, mais vos partenaires financiers ne nous suivent plus. La plupart d'entre eux ont retiré leurs capitaux et ont investi dans l'immobilier. Et concernant notre dernier rapport, Romain est formel. Malgré les licenciements et les économies d'énergie, le carnet de commandes ne cesse d'être en baisse. Vous n'êtes plus en mesure de rembourser votre hypothèque. Mais si on réinvestit une partie des bénéfices de l'an dernier, ça ira, non? eh bien, Tib, c'est que nous n'avons plus rien. Quelques semaines plus tard, après de nombreuses saisies bancaires, Tib fut contraint de travailler à la chaîne dans une usine d'assemblage automobile à Factory Town. Tout en serrant les écrous de la pièce arrivant devant lui sur le tapis roulant, Tib laissa s'exprimer sa frustration. Putain, mais quel boulot de nègre. L'ouvrier travaillant à côté de lui portait l'étrange surnom de Raskas. C'était un jeune homme chétif. Il répondit à la remarque de Tib tout en se marrant. Ça, tu l'as dit. Non, mais moi je resterai ici que quelques semaines, le temps que mon père et moi on trouve une combine pour ouvrir une nouvelle boîte. Je suis pas comme tous ces prolos à la con, moi. Ouais. Tout le monde dit qu'il va trouver quelque chose de mieux en arrivant ici. Mais au final, on est tous condamnés à des larbins. Tib s'énerva au quart de tour. Eh mais pour qui tu me prends, toi? Je suis pas une pauvre merde comme vous autres, moi, ok? Je te dis que je serai bientôt pété de thunes. À la sortie de l'usine, des syndicalistes anarchistes distribuaient leurs tracts. Tib marchait dans la rue, une clope en bouche, casquette plate bien enfoncée sur son crâne. Il s'éloignait de l'usine, lisant le tract qu'il venait de recevoir de la main d'une jeune militante. Raskas le rejoignit en courant. Tu devrais éviter ces mecs-là, tu sais. Ce sont des sales bolcheviks de merde. La honte pour notre pays. C'est hyper mal vu de les fréquenter. Tib froissa son tract. Ah, t'inquiète pas, pour moi les anards, c'est la même merde que ces putains de communistes. Je peux pas les blairer. Quelques semaines plus tard, dans la même usine, toujours au même poste, une routine quasi morbide était en train de s'installer. Tib répétait toujours les mêmes gestes, écorchant ainsi sa patience et sa fierté. Putain, ça me gave. Hey Tim, tu veux une clope? Raskas lui tendit gentiment la tige de tabac. Ouais, vas-y, donne. Tib prit le temps d'allumer sa cigarette, lui faisant perdre son rythme de travail. Putain, mais ils ont augmenté la cadence ou quoi, ces cons, là? On entendit la voix du contremaître au loin. Ouais, ta gueule. Vous deux là, éteignez-moi ces cigarettes. Raskas obéit et écrasa sa cigarette aussitôt. Mais Tib garda la sienne en bouche. Le contremaître, un petit homme trapu au crâne dégarni,
s'approcha alors de Tib. Trop près même. T'es sourd ou quoi? Je t'ai dit d'éteindre cette cigarette. Eh, mais tu vas arrêter de me parler comme un sale négro, toi, ok? T'es qu'une pauvre merde, toi, mon gars. Et j'ai pas d'ordre à recevoir de toi, en fait. Je te ressape de la tête aux pieds, moi, si je veux. J'ai d'ordre à recevoir de personne, moi, d'ailleurs, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de fumer, je fume. Si j'ai envie de travailler moins vite, t'as rien à me dire. C'est clair? T'as compris, là? Le jour même, Tib fut convoqué chez le directeur, puis licencié. Le soir venu, regagnant son domicile dans le nord du Westquay après cette sale journée, Tib fut soudain interpellé par un Afro-Américain qui le menaça avec un couteau. « File-moi ton portefeuille, Blanc-bec. » Tib lui donna son portefeuille sans faire d'histoire. Mais au moment où son agresseur voulut partir, il fut pris par surprise par 3 hommes qui l'attrapèrent brutalement par derrière. En moins d'un instant, le voleur fut mis à terre. Puis, ces mêmes hommes le rouèrent de coups, criant des injures raciales. Arriva alors Raskas. Il portait un long trench noir ouvert, sous lequel se trouvait un pull blanc à col roulé. Malgré la situation, Tib avait remarqué son style différent et hautement plus classe qu'habituellement lorsqu'il le croisait de jour à l'usine. L'un de ces hommes avait réussi à se saisir du couteau de l'agresseur. Il le donna à Raskas. Raskas se mit alors à frapper l'homme à terre à l'aide du couteau, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Tiens, ça va, Tib? Tiens, voilà ton portefeuille. Tib, qui ne semblait nullement choqué par tant de brutalité, remit tranquillement son portefeuille dans la poche intérieure de sa veste. Viens, ne restons pas là. D'autres nègres pourraient arriver et on aurait de sérieux problèmes. Tib cracha sur le corps de son agresseur. Ça t'apprendra à me chercher, connard de Blackos. Les hommes s'éloignèrent du lieu du crime et raccompagnèrent Tib chez lui. Tout en marchant, Raskas offrit plus ample explication à Tib. Je trouvais ça dégueulasse la façon dont tu t'es fait virer tout à l'heure. Mais ne t'inquiète pas. Si tu restes avec nous, tu vas pouvoir te refaire. Nous sommes des sudistes. Et on ne supporte pas que ces connards de Black prennent le boulot d'honnêtes blancs comme toi, tu vois. Ces enculés sont prédestinés à être des esclaves. Ils devraient être à notre service. Sauf qu'aujourd'hui, on leur donne le droit à un salaire. Et l'Amérique va droit dans le mur à cause d'eux. Alors nous, on rétablit l'équilibre. On braque tous les commerçants noirs de cette ville. Le pouvoir au blanc. Tib décida de rejoindre le gang de Raskas. Il l'accompagna, lui et ses hommes, dans de nombreux braquages les semaines qui suivirent. En ce temps-là, le Westquay était peuplé d'une multitude de petits gangs, en guerre les uns contre les autres. Les gangsters se répartissaient dans les différents gangs selon des critères raciaux. À cette époque, les meurtres étaient hélas coutumiers. Un matin, Tib et Raskas prenaient leur petit déjeuner dans la cafétéria du quartier. C'est cool, type. On se fait un paquet de fric ces derniers jours. Et toi, t'as été très bon. Tu as peut-être de l'avenir dans ce métier, qui sait. Bon, rendez-vous à 9h chez moi ce soir pour le partage du butin. Et Tib avait les yeux rivés sur Amelia, la serveuse de la cafétéria, derrière son comptoir, en train de ranger sa vaisselle dans le compartiment des verres propres. Hé, type! Tu m'écoutes? Ne me dis pas que tu la mates. C'est une Port-Prince, une putain d'immigrés. Si ça ne tenait qu'à moi, je les renverrais tous dans leur pays, tous ces putains de branleurs. Tib fut alors extirpé de ses songes. Mais non, je la matais pas. Tu m'as pris pour qui? Ouais. Bon. Ok, bon. Allez. Je dois aller bosser, moi. Je te dis à ce soir. Raskas se leva de sa banquette et sortit de l'établissement. Tib alla porter l'addition à Amelia. Il attendit que leurs regards se croisent pour lui faire un sourire. Mais Amelia ne lui rendit pas.
Un soir, Raskas, Tib et le reste du gang se donnaient rendez-vous devant un antiquaire chinois. Qu'est-ce qu'on fait ici, là? On va braquer le chinois? Ouais, pourquoi? Ça te pose un problème? Non, c'est juste que je croyais qu'on s'en prenait qu'aux blagues, c'est pour ça. Tu vas voir. On va se faire encore plus de fric qu'en braquant les Chinois, fais-moi confiance. Et le mieux, c'est quand on braque les Juifs. Tous ces putains de Juifs qui sont venus les poches pleines pour fuir Hitler. Il enfila sa cagoule avec un enthousiasme rarement égalé. Allez, c'est parti. Tib prenait désormais chaque matin son petit déjeuner dans cette cafétéria où travaillait Amelia. À force de sourires et de mots gentils et amusants, il finit par obtenir un rendez-vous un soir avec elle. Amelia, plus que sceptique, avait accepté uniquement pour ne pas le blesser. Elle passa finalement une excellente soirée. Elle expliqua cependant à Tib que s'il voulait la revoir, il fallait qu'il arrête de fréquenter Raskas. Tib lui fit cette promesse, mais en réalité, il n'arrêta pas. Les braquages lui rapportaient trop. De son côté, le grand frère protecteur d'Amelia interdit à sa sœur de revoir Tib, car ils appartenaient l'un comme l'autre à deux gangs ennemis. En effet, le frère d'Amelia appartenait à un gang portoricain, ennemi du gang nationaliste blanc de Raskas. Mais finalement, Tib et Amelia ne purent s'empêcher de se revoir en cachette. Commença alors entre eux une relation secrète. Un jour, une bagarre de rue éclata entre blancs d'un côté et portoricains de l'autre. Tib prit part au combat, mais du côté des portoricains. Son instinct avait parlé et ses sentiments pour Amelia avaient pris le dessus. Après quoi, il fut rejeté par son gang et accepté par le frère d'Amelia. Tib retrouva un boulot dans une autre usine de Factory Town. Ce qui ne lui plaisait pas, certes, mais cela lui permit de se stabiliser dans sa vie et dans son couple. Ensuite, Tib et Amelia emménagèrent ensemble et vécurent heureux pendant plusieurs années. Tib se débarrassa totalement de toute idée raciste. Mais un jour, la police frappa à leur porte et Tib fut embarqué. Raskas, qui s'était fait coincer, avait balancé tous ses anciens copains afin d'alléger sa peine. Nous sommes en 1949, année où la police de Woodstock, sous les ordres du chef Jacob, avait entrepris de nombreuses arrestations afin de ramener le calme dans la cité. Tib prit 3 ans ferme. En prison, les guerres raciales faisaient là aussi rage. Tib était le seul blanc dans le gang des portoricains, car ces types-là avaient de bonnes relations avec le frère d'Amelia et savaient que les blancs considéraient Tib comme un traître. Quelques semaines avant sa sortie de prison, en 1952, Tib eut un nouveau compagnon de cellule, Antoine. Antoine était rachitique et très craintif, ce qui amusa Tib. Enfin, Tib avait surtout une attitude condescendante, voire méprisante, à l'égard de son nouveau compagnon de cellule. « Il se fera victimiser ici », pensait-il. Une fois dans la cour, pour sa première promenade journalière, Antoine demanda protection à Tib. Ce dernier refusa, lui expliquant que c'était une question de couleur, et lui conseilla de rejoindre le gang des Blancs. Antoine s'exécuta et alla rejoindre un groupe de Blancs non loin de là. Mais au bout de quelques minutes seulement, Antoine se fit tabasser par ces mêmes Blancs. Cela fit bien marrer les portoricains, mais pas Tib. Il ne savait pas bien si ce fut par pitié ou par sympathie, mais il se sentit obligé d'aller porter secours à Antoine. Ils prirent tous deux une belle raclée. C'est le visage défiguré qu'ils retournèrent tous deux à leur cellule. Ils étaient sacrément amochés, et pourtant, ils riaient,
Cette belle branlée qu'il venait de se prendre les avait rapprochés. Tib voulut comprendre. Antoine lui expliqua alors qu'il détestait le nationalisme et tout ce qui en découlait. S'ensuivirent ensuite de longues conversations entre les deux hommes les jours suivants. Bien que Tib ne partageait pas les analyses politiques d'Antoine, cela lui permit de relativiser, pas seulement sur l'idée d'appartenir à une nation, mais également d'appartenir à un gang. Les deux hommes sortirent de prison à quelques jours d'intervalle seulement. Amelia avait déménagé dans un plus petit appartement moins cher, en plein centre du West Quay. Tib proposa malgré tout à Antoine, qui n'avait nulle part où aller, de venir vivre chez eux quelques jours, le temps qu'il se trouve lui aussi un appartement. Le West Quay avait bien changé en 3 ans. La guerre des gangs était terminée. Tous les gangsters, peu importe leur couleur de peau, s'étaient rangés sous l'autorité d'un seul homme, Lou. Tib et Antoine sortaient de l'usine dans laquelle ils travaillaient tous deux depuis leur sortie de prison. Tu passes manger à la maison ce soir? Ça marche. Antoine n'était resté vivre chez Tib et Amelia que quelques jours seulement. Il n'avait pas tardé à se trouver son propre appartement, à l'ouest du West Quay, en bordure du running. Cependant, il dînait chez Tib et Amelia pratiquement tous les soirs. Il fit un crochet au supermarché du coin, afin d'acheter une bouteille de vin à offrir à ses amis. Et tandis qu'il hésitait devant le rayon, il aperçut soudain un visage familier. Jenny! En le voyant, le visage de la jeune femme s'illumina. Elle lui fit un magnifique sourire avant de l'enlacer. Antoine? Ça alors, mais quelle bonne surprise! Ça fait tellement longtemps. J'étais inquiète pour toi, tu sais. Tu as disparu du jour au lendemain sans donner signe de vie. Oui, c'est vrai que j'ai pas été cool sur ce coup-là. C'est un peu compliqué à expliquer en fait. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que tu ailles bien. Tu fais quoi en ce moment? Je bosse à l'usine. Surprise, la jeune femme se mit à rire de bon cœur, tout en lui touchant le bras. Ça alors, t'as bien changé, dis-moi. C'est fini l'époque où tu te prenais pour Robin des Bois? On va dire ça, oui. Et toi? Toujours... Il se tut. Il n'osait le dire. La jeune femme riait à nouveau. Elle n'était pas du tout gênée, contrairement à lui qui, mal à l'aise, n'avait de cesse de se gratter. Oui, voilà, oui, toujours. Mais c'est à 2 rues d'ici, justement. Ah bah ça tombe bien, j'habite au quartier. On pourrait se revoir. Ça serait sympa, oui. J'habite dans le coin, moi aussi. Elle sortit de son sac à main un morceau de papier et un stylo. Tiens, je te file mon adresse. Passe me voir à l'occasion. Le soir venu, comme convenu, Antoine dînait chez Tib et Amelia. Tib finissait une longue tirade où il faisait Antoine, part de quoi de tu ses parles? analyses Attends, c'est la quant au finale de résultat des division. Knicks en Les NBA. Knicks de New York contre les Celtics de Boston, mais Amelia, Celtics de Boston, c'est qui quelque s'en chose. fichait C'est une équipe, éperdument, c'est des artistes, attends, Bill observait Sherman, Antoine. Ed Macaulay, Il Bob ne semblait Cousy, pas les mecs, captivé c'est des non tueurs. plus par le discours de Tib, Nous aujourd'hui, qui du les coup Knicks, ok, parlait tout c'est- seul en c'est- fait. C'est une bonne équipe de lycée. Antoine semblait en améliorée, effet mais contrarié. ça a rien à voir. Il avait le regard dans Les le dauphins, vide t'en fais pas des et requins, n'avait quoi. pratiquement Là, pas en touché à face, son poulet et à ses c'est des pommes de artistes, terre les gars. rôties. Voilà, les T'as gars, rien mangé, ils Antoine? sont nés avec T'es un malade? ballon. Antoine sursauta. Hein? Ça dribble depuis Ah non, oui, petit. non. C'est parce que je suis C'est fatigué là. C'est impossible. D'ailleurs, je vais pas tarder à Franchement, rentrer. C'est impossible. Rentrer. Les Knicks peuvent pas se qualifier. Bien sûr que non. Antoine n'avait qu'un visage en tête. Ses vieux démons refaisaient surface. Quittant l'immeuble de Tib et Amelia, il sortit le papier de sa poche et se rendit à l'adresse notée dessus. Tiens donc, je te manquais déjà. Tu fais toujours escorte chez les gros blindés? Je savais que tu ne résisterais pas longtemps. J'en fais toujours, oui. Pourquoi?
Tu veux reprendre les affaires? C'est plus de ton âge tout ça, tu sais mon chou. Tu peux m'avoir des infos sur les maisons? Heure de sortie des proprios, me voler un double des clés? Des bonnes adresses, des infos, j'en ai plein mon sac. Pour les clés, tu rêves un peu là, chouchou. Quelques semaines passèrent. Antoine, Tib, Pirot et Tols étaient tous les quatre assis autour d'une table, dans le sous-sol du pub de Lou. À part eux, l'endroit était désert. Pas étonnant, en fait, vu que nous étions en plein milieu de l'après-midi et que l'établissement n'ouvre ses portes que le soir. Mais Pirot était un fidèle homme de main de Lou. Voilà pourquoi il avait un double des clés. Il pouvait se servir du sous-sol de son patron de jour afin d'effectuer des transactions à l'abri des regards indiscrets. L'endroit était mal éclairé. La simple ampoule qui dépassait au milieu du plafond ne parvenait pas à éclairer correctement l'intégralité de la cave. La table autour de laquelle ils étaient assis était une modeste table en bois de sapin, très simple, de même que les fragiles chaises sur lesquelles leurs fesses étaient posées. Antoine et Tib étaient côte à côte. Pirot et Tols leur faisaient face. Entre eux, reposant bien sagement sur la table, était étalé un somptueux tas de bijoux. Des bagues ornées de pierres, des colliers de perles, des bracelets en or ou en argent. Tous ces objets, étincelants, dénotaient fortement avec les autres couleurs ternes du reste de la pièce. Pirot était en train d'examiner ces fameux bijoux. Non, mais ce sont de beaux objets que vous nous proposez là. Et à un bon prix en plus. Dit-il d'un œil fermé, tout en inspectant le diamant d'une bague, avant de le reposer au milieu de la table. Bon, vous nous les achetez alors? Écoutez, je ne peux pas vous dire ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment ça se passe dans ce quartier. Nous, on récupère toutes les marchandises volées un peu partout. Ensuite, c'est notre boss qui a de bonnes relations dans cette ville qui se charge de les revendre au plus offrant. C'est l'offre et la demande, quoi. Donc, si mon boss me dit qu'en ce moment c'est calme, je ne vais pas vous les acheter inutilement. Par contre, s'il me dit que c'est ok, là, je prends. Mais il faut d'abord que je lui pose la question. Soudain, la porte d'entrée de la cave s'ouvrit. Ooms, accompagné de 5 hommes, descendit hâtivement les escaliers en bois. Lui et sa bande se rapprochèrent tout aussi rapidement de la table où se trouvaient nos amis. Ooms ignora totalement les 4 hommes. Les yeux rivés sur les bijoux, il ordonna à ses sbires. « Prenez tout ce qu'il y a sur la table, les gars !» Tib se leva afin de faire barrage avec son corps. « Eh non, c'est à nous ça. » Ooms sortit son flingue. « Toi, tu restes assis, ou je te colle une balle entre les 2 yeux. » Tib ressentit une sueur froide. Il se rassit sur sa chaise, lentement. Les hommes de Ooms s'emparèrent des bijoux. Ooms, un sourire narquois au coin des lèvres, regarda longuement Tib et Antoine. Puis, il leur dit « Je sais que vous vivez dans ce quartier depuis pas longtemps, tous les deux. Alors, voilà comment ça se passe ici. Si un mec vole quelque chose, ce quelque chose appartient à Lou. Si un mec vend quelque chose, la thune est pour Lou. Si un mec achète puis revend quelque chose, la plus-value est pour Lou. » Ça va, Holmes, il ne pouvait pas savoir. C'est pas fini. Pour faire simple, quand vous faites quelque chose, c'est pour le compte de Lou, qui, ne vous inquiétez pas, vous paiera pour ça et vous offrira de bonnes primes. En attendant, ces objets sont à Lou et vous toucherez 50% de leur valeur quand nous les aurons vendus. Après ces formelles explications, Ooms et ses hommes quittèrent les lieux. Bon, désolé les gars. Quittant à leur tour les lieux, Tib et Antoine entamèrent une discussion dans la rue. Putain, mais quelle bande d'enculés là. On s'est cassé le cul à faire des braquages à la con pour rien. Putain, j'ai presque failli me faire bouffer le fion par un putain de chien de garde l'autre soir. Tout ça pour que dalle. Mais Antoine avait le regard tourné vers l'horizon. Il lui répondit très sereinement. C'est notre faute, Tib. Observant l'attitude étrangement détendue de son ami, Tib se calma lui aussi. Mais cela le laissa néanmoins perplexe. Attends, comment ça? On a voulu aller trop vite et on n'a pas été assez discret. Mais j'ai une idée. On va gagner beaucoup plus et personne n'en saura jamais rien. Le soir même,
La salle tout public, au rez-de-chaussée du pub de Lou, était noire de monde. Il n'était pas rare de voir l'Iron Way plein un vendredi soir. Comme toujours, l'endroit était sombre et un épais nuage de fumée planait au-dessus de la salle. La clientèle était jeune et majoritairement masculine. Lou, Pyro, Ooms, Tols et Lancelot, un autre chef de gang, venu de Porter Clear, étaient tous les 5 assis à une table. Ok, donc tu te pointes avec ton boxeur demain soir à 11h. J'espère qu'il sera de taille contre Pyro. J'ai promis à mes clients qu'il verrait du spectacle. Pyro inspira et bomba le torse tout en regardant Lancelot avec un regard fort sérieux. T'inquiète donc pas pour mon boxeur. Mais pourquoi on fait ça ici? Tous les matchs se déroulent à chaque fois dans ton établissement. Ce n'est pas loyal. J'ai un ring aussi chez moi, tu sais. Il n'en fallait pas plus pour énerver Lou. Ça se passera ici parce que je l'ai décidé. Tout est déjà prêt pour demain. Alors si tu veux que ça se passe bien entre nous, je te conseille d'arrêter de m'emmerder avec tes histoires de loyauté à 2 balles là. Porter Clear était le quartier le plus au nord de la ville. Un quartier portuaire, à vrai dire. Comme l'OSK, c'était un quartier populaire. Mais celui-ci n'avait pas été impacté par la guerre des gangs de Woodstock à l'époque. Lou n'y exerçait là-bas aucun pouvoir. Malgré quelques tensions liées à leur ego, les clans de Lou et de Lancelot étaient officiellement alliés. Antoine et Tib entrèrent dans le pub. Ils se frayèrent un chemin jusqu'au bar, frottant au passage leur corps contre celui des autres clients. L'odeur de leur parfum se mélangea à celle de la sueur et du tabac. Le sol collait à cause de la bière renversée. Antoine croisa alors le regard d'une jeune femme au sourire resplendissant. Il fut troublé, mais ne se détourna pas de son objectif pour autant. Quant à Tib, c'était lui qui attirait le regard des dames. Arrivés au bar, ils se commandèrent une bière chacun. Une fois servis, ils se retournèrent et observèrent la table de Lou au loin. Les deux compères ne se parlaient pas. Ils n'avaient de cesse de fixer intensément cette table, jusqu'à ce que Pyro les remarque enfin. Personne ne triche, personne ne disparaît. Il se leva et se dirigea vers le comptoir. Toll le regarda faire. C'est alors qu'il aperçut Antoine et Tib, lui aussi. Il hésita une seconde, puis se leva à son tour et alla rejoindre Pyro. Lou ne leur prêta aucune attention. Il était bien trop occupé à accabler ce pauvre Lancelot. Pyro arriva au niveau d'Antoine et Tib, suivi de Toll. Son épais blouson en cuir lui donnait un air encore plus baraqué que d'habitude. Il avait l'air d'être en colère, mécontent de les voir là. Qu'est-ce que vous avez à nous mater tous les deux depuis tout à l'heure? Vous cherchez vraiment à vous faire buter ou quoi? On a un plan à vous proposer à tous les deux. Antoine avait le visage stoïque. Ce n'était pas le cas de Pyro, qui le regardait d'un air méprisant. Il s'apprêta à tourner les talons. Vous êtes cinglé. Allez, dégagez. Antoine ne lui laissa pas le temps de se retourner et joua la carte de la transparence. Braquage de banque en centre-ville. On en fait max pendant 2 mois, on gagne un max de blé et ensuite à nous la belle vie. Vous allez vous faire plus de blé en 2 mois que tout ce que vous avez pu ramasser jusqu'à présent. Et sans rien à devoir à Lou. Antoine semblait plein d'assurance. Mais au fond de lui, il était mort de trouille. Pyro faisait la grimace. Braquage de banque. Non, mais t'es complètement à l'ouest, toi, mon pauvre ami. Et tu penses peut-être que Lou nous laissera faire. Justement, ça doit rester entre nous. Et pendant ce laps de temps, on ne dépensera que le strict minimum, pour être sûr de ne pas nous faire remarquer. Je connais une vieille maison abandonnée depuis longtemps. C'est là qu'on cachera le flic. Toll se fit signe à Pyro de le suivre. Laisse tomber, Pyro. Ces types sont tarés. Mais Pyro ne détourna pas le regard d'Antoine. Contrarié, il déclara. T'as l'air d'avoir déjà tout calculé. L'attitude étrange de ces deux personnages éveilla la curiosité de Pyro. C'était un pari risqué, mais il avait bien envie de jouer. Ok, on vous suit. Eh merde. Par contre, j'aime autant te dire que si tu te plantes, t'auras de gros soucis avec Lou. Et ne compte pas sur moi pour t'aider. Alors, on commence quand? Premier entraînement 8h, demain matin. Comme convenu,
Le lendemain matin, à 8 heures, les 4 hommes se rendirent dans le running. On ne peut pas dire que la rue était calme, loin de là. Les passants affluaient dans tous les sens. Impossible dans ces conditions de faire un coup tordu sans que quelqu'un le remarque. Quelle idée Antoine avait-il donc derrière la tête ? Antoine, Tols et Pirot semblaient attendre quelque chose, statique, sur un trottoir. Pirot tenait un chronomètre en main. Sur le trottoir d'en face se trouvait une bijouterie. Prêt ? Pirot leva la main qui tenait le chronomètre. Prêt. Antoine fit un signe discret de la tête à Tib, qui attendait justement sur le trottoir d'en face. Celui-ci, vêtu tout de noir avec un large chapeau sur la tête, avait un pavé à la main. Il s'avança vers la bijouterie, mine de rien, le regard baissé, avant de jeter le pavé à travers la vitre qui se brisa. Une sirène d'alarme retentit. Tib s'enfuit en courant et Pirot enclencha le chronomètre. Après quelques minutes, la police arriva sur les lieux. Pirot arrêta le chronomètre. 5 minutes 17. Pas mal. La banque se trouve à moins de 100 mètres. Nous prendrons 1 minute de marge le jour du braquage. On va faire ça pour toutes les banques. Oui, cette semaine. Il faut qu'on cartographie toutes les banques de la ville en notant à chaque fois un temps d'action maximum pour chacune d'entre elles avant notre premier braquage. Tib a prévu de braquer la caisse d'une épicerie cet après-midi. Une banque se trouve juste en face. On fera le même exercice. La semaine d'après, le braquage de la première banque eut lieu. Chacun des 4 amis portait une cagoule et avait un rôle bien précis à remplir. Pendant qu'Antoine tenait en joue les personnes présentes tout en gardant un œil sur sa montre, Tib et Pirot s'occupaient des guichetiers afin qu'ils remplissent leurs sacs de billets, alors que Tols restait dans la voiture, prêt à démarrer. Soudain, Tols se mit à klaxonner. Allez les gars, on se casse. Mais merde, j'ai pas fini moi. Pirot, Antoine et Tib firent feu en direction du plafond pour apeurer un peu plus les gens déjà couchés sur le sol, afin d'être sûr qu'aucun d'entre eux ne tentera quelque chose lorsqu'ils tourneront les talons. Ils sortirent de la banque en courant et entendirent des sirènes de police retentir au loin, expliquant pourquoi Tols avait klaxonné. Ils montèrent tous les 3 à bord du véhicule qui partit à toute vitesse. Eh mais ça faisait pas 5 minutes là. Non, ils sont plus efficaces que la semaine passée ces cons-là. Fais chier, là. J'ai pas eu le temps de blinder le sac, là. J'ai vraiment pas grand chose moi. Moi ça va. Faut être plus rapide, hein, Tib. Ah ta gueule, enfoiré. Non mais c'est franchement déjà pas mal. On fera mieux la prochaine fois. D'autres braquages s'étalèrent durant les mois de juillet et août. De beau matin, en plein centre du running, par un début de journée chaud et ensoleillé, les bruits incessants qui dominaient habituellement cette avenue furent soudain rétrogradés. Que ça soit le bruit des klaxons, le ronronnement des moteurs ou encore le chant de ce mendiant bourré dès 8 heures du matin, tous s'étaient vu voler la vedette. La stridente sonnette d'alarme d'une banque déchira l'atmosphère. Ne tarda pas à être accompagnée du chant des sirènes. Leur symphonie retentissait au loin. Elles approchaient, comme leur volume crescendo le laissait à penser. Nos 3 amis habituels sortaient de la banque, les sacs pleins, avant d'entrer dans la berline où Tols les attendait. Malheureusement pour eux, comme sortis de nulle part, une voiture de police arriva à toute vitesse et s'arrêta juste devant eux en faisant un dérapage au frein à main. Elle les avait surpris en ne mettant pas de sirène, et à présent, elle leur barrait la route. Et merde, putain, cette fois on est foutus les gars. Des policiers armés en sortirent hâtivement. Ils passèrent devant leur voiture et entrèrent dans la banque précipitamment. Oh putain, les cons, ils ont même pas vu que c'était nous dans la voiture. Ils pensent qu'on est toujours à l'intérieur. Tout à coup, pris d'un élan d'espoir, déchaîné et gigotant sur son siège dans tous les sens, Tib se mit à secouer énergétiquement le pauvre Tols devant lui. Et vas-y, démarre Tols fit une petite manœuvre et la voiture s'en alla. Les semaines passèrent.
et d'autres braquages eurent lieu. Lou était dans la cave de son pub, assis à une table avec des clients venus ici acheter des bijoux bon marché. Eh bien évidemment, si vous me prenez le lot complet, je peux vous faire un prix. Arriva Holmes. Téléphone, Lou. Lou lui lança un regard mauvais. Pas maintenant, crétin! Fais ta cob. Le regard de Lou changea à nouveau. Il devint plus docile. Puis il s'adressa à ses clients. Veuillez m'excuser. Il remonta à l'étage et se saisit du téléphone se trouvant derrière le comptoir du bar. Qu'est-ce que c'est que ce bordel en ville avec tous ces braquages? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je te préviens, s'il s'avère que ce sont des types qui bossent pour toi, t'es dans la merde, mon pote. Ça va mal se mettre. 2 jours plus tard, nos amis étaient en fuite après un nouveau braquage. Vas-y mec, arrête-toi, je vais braquer la bijouterie là vite fait. C'est celle où j'avais jeté le pavé. Non mais mec, on a fait que 200 mètres et les flics ne vont pas tarder à débarquer devant la banque. Oui bah justement, ils ont été appelés pour un braquage de banque, pas de bijouterie. Ah, de toute façon t'inquiète, j'en ai pour 2 minutes. Au bout de 2 minutes, Pierrot, le bras dépassant de la voiture, fit signe à Tib de revenir. Une fois celui-ci à l'intérieur, la voiture repartit. Putain, je suis deg, il y avait une superbe montre, j'ai pas eu le temps de la voler. Tant pis, je l'achèterai avec l'argent du braquage, c'est pour Amélia. À Porter Clear, Lou rendait une petite visite surprise à son confrère Lancelot. Mais non, ce n'est pas moi qui suis derrière tout ça. Putain, si ce que tu dis est vrai, alors c'est qu'il y a des petits malins qui veulent jouer au con. Nos 4 braqueurs faisaient désormais la une de tous les journaux de Woodstock. Dans l'Ouest Quay, un gamin blondiné, en short, chaussettes montées jusqu'aux genoux, polo rouge et béret noir, voyait ses journaux partir comme des petits pains. Demandez le journal. Lou, qui passait par là, lui offrit une piécette en échange d'un journal. Il lut très brièvement le gros titre, puis il chiffonna le journal, fou de rage. Les veines lui en sortaient de la tête. Le soir même, à l'Iron Way, Pierrot et Tols prenaient tous les deux un verre à une table, en tête à tête. Lou vint se joindre à eux. Alors Pierrot, on ne te voit plus en ce moment. Le ton employé par Lou était bien trop amical. Cela cachait quelque chose. Oh ouais, j'ai une nouvelle meuf, c'est pour ça. Quant à Pierrot, il était plutôt mal à l'aise, et cela se ressentait. Ah, je vois. Et dis-moi, concernant les braquages de banque au centre-ville, tu sais quelque chose, toi? Oui, j'ai vu ça dans la presse, c'est ouf. Lou était déçu. Cela ne menait à rien. Ok, bon, quand tu auras le temps, passe me voir avec ta nouvelle meuf. À nouveau, Lou sourit. Mais ce sourire fut cette fois-ci sincère. Puis, il repartit. Et le lendemain matin, nouveau braquage. Nouveau braquage, la bande des 4 braqueurs frappe encore, demandez le journal. Tiens, je t'achète toute ta pile, petit. Lou sortit un billet de sa poche. L'enfant était heureux. Il venait de vendre toute sa pile de journaux en une seule fois. Mais sa joie fut de courte durée. Sans même les avoir regardés, Lou avait jeté toute la pile dans une poubelle avant de revenir coller une énorme gifle à l'enfant qui n'en demandait pas tant. Puis, 2 jours plus tard, quelque part au milieu du running, garé devant une banque, Tols était au volant de sa berline noire. Il n'avait de cesse de regarder sa montre, quelques gouttes de sueur perlant discrètement sur son front. Merde, mais il fout de quoi là? C'est alors que, à l'intérieur de la banque, la sonnette d'alarme retentit. Des sirènes de police ne tardèrent pas à se faire entendre au loin. Tols s'agita de plus belle. Putain, là ça craint à mort. Puis, un homme cagoulé, tenant un revolver dans une main et un gros sac de sport dans l'autre, sortit de la banque. Il fut immédiatement suivi d'un deuxième homme cagoulé, tenant en otage un jeune homme.
Le preneur d'otages se tourna à nouveau vers l'intérieur de l'établissement et s'adressa aux personnes encore terrorisées qui s'y trouvaient. Mesdames et messieurs, veuillez rester allongés jusqu'à la fin du spectacle. Vous vous êtes montré particulièrement coopératif jusqu'à présent. Il serait donc dommage que vous commettiez un acte irréfléchi maintenant. Toll se sortit de la voiture et alla ouvrir le coffre. Le premier homme y déposa son sac et monta à l'avant du véhicule côté passager. Le deuxième homme arriva à son tour avant de se mettre à crier sur l'otage. Allez, monte à l'arrière toi, et en vitesse! L'otage et le dernier ravisseur montèrent à l'arrière du véhicule. Toll se démarra la voiture et partit à toute allure. Les voitures de police étaient quant à elles encore loin, à plusieurs centaines de mètres de là. Alors que la voiture roulait à pleine vitesse, les deux hommes enlevèrent leur cagoule. Pirou à l'avant, Tib à l'arrière, pointant son arme sur l'otage. Pas de témoin, tu vas crever, mec. Ah, Tib, cesse donc de faire le con. T'as une idée de génie, mec. Il fit une bise à son otage Antoine. J'avoue, le coup du faux otage, excellente idée. Ouais, mais elle pourra pas marcher à tous les coups, cette technique-là. Ça, c'est vrai aussi. Tiens, roule moins vite, mec. On les a semés, là, c'est bon. Un peu plus tard, tandis que la plupart des personnes présentes avaient repris le chemin de la surface, Pirou alla rejoindre le fameux loup à sa table, tout au fond de la salle. Celui-ci comptait l'argent qu'il venait d'amasser avec cette victoire, entouré de ses gardes du corps. C'est bien, Pierrot. T'as fait un beau combat. Je peux avoir ma part? Ah oui, bien sûr. Tiens, la voilà. Il jeta une maigre liasse de billets en direction de Pirou. C'est tout? Mais attends, c'est pas ça qu'on avait convenu. Tu sais, les affaires sont dures pour moi aussi en ce moment. Pour ne rien te cacher, j'ai comme l'impression que certaines personnes cherchent à me mettre au placard. Tu n'aurais pas quelque chose à me dire, toi, des fois? Non. Ok alors. Dans ce cas, prends ton argent et tire-toi. Une fois Pirou parti, Lou s'adressa à Ooms. Abs, surveille-moi de près ces quatre-là. Je sens qu'il me la joue à l'envers.